Bon, ben, nous voici parvenus à la dernière partie de cette première journée du colloque, sans compter la séance Montfaust, la séance Montfaustière. Dernière ultime partie, et non pas la moindre, hein, tout était passionnant, mais là, ça sera encore autre chose. Comme je vous l'avais dit, il m'avait semblé intéressant et, au bout du compte, indispensable, hein, lorsqu'on parle d'un poète, d'un créateur, c'est de donner quand même, non pas la parole seulement à toutes les réflexions, les commentaires dont nous avons besoin, qui sont la science, mais aussi de donner la parole au poète lui-même et à son œuvre. Et voilà, ce soir, donc, nous allons entendre cette œuvre, ce premier poème, enfin grand poème qui a fait le succès, la gloire, le triomphe de Valéry, paru en 1917, la Jeune Parc, long poème, difficile poème, voilà. Et ce sera lu par un acteur que l'on connaît bien, que l'on aime bien, qu'on voit beaucoup au cinéma, partout, et qui est Grégoire Le Prince Ringuet, et qui est amateur de Valéry. Voilà, Oui. on va commencer par une petite discussion pour situer ça. Oui. Et voilà, et pourquoi Valéry Oui, alors Valéry, pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. J'avais pas vraiment le goût même de la lecture, même de la littérature, avant de rencontrer cet auteur. J'étais pas très bon élève. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout un parcours de littéraire en bonne et due forme, si je peux me permettre l'expression. Et un beau jour, je suis tombé sur le recueil Charme, et j'ai ouvert Charme, et j'ai feuilleté, et je me suis laissé séduire par l'ébauche d'un serpent. Et dans l'ébauche d'un serpent, il y a vraiment une strophe en particulier qui m'a vraiment illuminé. Enfin, je ne sais pas le dire autrement. Ça m'a ouvert une porte qui a tracé un chemin que j'ai emprunté, et qui m'a vraiment ouvert la voie vers vraiment toute la littérature que j'ai lue après, quoi. Donc vraiment, pour moi, voilà, Valéry, ça a cette importance-là, c'est-à-dire une importance absolument primordiale. D'ouverture sur la littérature, sur la poésie en particulier. Sur la poésie d'abord. Moi, j'ai commencé à lire de la poésie avant de lire de la littérature, des romans, Balzac, Proust, et même avant de lire de la philosophie. J'ai vraiment commencé par lire. J'avais lu un peu au lycée, tout ça, mais j'étais, je vous dis, pas très intéressé. Et vraiment, il y a eu cette strophe. Je me souviens même de la strophe. J'aimerais vous la citer de mémoire. Je vais, je viens, je glisse, plonge, je disparais dans un cœur pur. Fut-il jamais de sein si dur qu'on y puisse loger un songe? Qui que tu sois, ne suis-je point cette complaisance qui pointe dans ton âme lorsqu'elle s'aime? Je suis au fond de sa faveur, cette inimitable saveur que tu ne trouves qu'à toi-même. Et j'avais trouvé ça parfait, et tellement beau, et tellement simple, et tellement vrai sur tout le monde, cette inimitable saveur que chacun ne trouve qu'à lui-même. Et voilà, ça m'a émerveillé. Et donc, après, j'ai continué à lire. Donc voilà, j'ai découvert La Jeune Parc. Donc après avoir lu Charme, après, j'ai pas tout lu. J'ai dû lire un peu de Baudelaire, Rimbaud, etc. Et puis, je suis revenu à La Jeune Parc plus tard. Quels sont les poèmes par lesquels tu rentrais? Donc, il y a celui-ci, et puis après, ça a été Charme en général. La Jeune Parc, tu es arrivé un peu plus tard? La Jeune Parc, un peu plus tard. C'était un petit peu une sorte de défi, parce que effectivement, le poème est très long, très complexe, le réseau de métaphores est très dense, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puis, ce qui m'a aussi... C'était à l'époque où je commençais à devenir acteur moi-même, et le fait que La Jeune Parc soit quand même écrit comme un monologue de théâtre a dû jouer pour moi, parce que c'est un poème que j'ai appris, que j'ai lu en même temps, que je l'ai appris par cœur, c'est-à-dire très lentement. Et en déchiffrant chaque métaphore, en m'en imprégnant à chaque fois pour pouvoir vraiment goûter le texte dans sa substance, et en procédant comme ça, vraiment par bribes. D'abord le début, alors qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de situation de mise en place, presque comme au théâtre, hein, où il y a vraiment une exposition au début, même si elle est dans La Jeune Parc, il manque quelques éléments, mais on parvient quand même à savoir ce qui se passe. Et puis voilà, tout le développement, c'est vraiment un poème qui est écrit comme un monologue, comme on pourrait avoir écrit un monologue comme Andromaque ou Phèdre ou Bérénice. C'est une femme qui parle, quoi. C'est une femme qui parle pendant 512 vers. Et ça a dû jouer à une époque où moi je faisais pas mal de théâtre, cette parole
théâtrale, en tout cas qui a vocation à être sur une scène, m'a fasciné, oui. Ce n'est pas commun quand même dans les années 2000, 2010, de tomber dans Valéry, et en particulier non pas dans la prose, mais dans des vers, dans des vers réguliers de type classique, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est beaucoup moins classique qu'on ne pourrait le croire. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que, ou à dire, c'est que par ailleurs, Grégoire Le Prince-Ringuet écrit de la poésie. Et hier, il a dû quitter assez vite, après la projection de Montfaust, pour aller faire un récital de poésie où il lisait sa propre poésie à la vieille grille. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce rapport au vers régulier, classique, sur quoi j'aimerais t'entendre. Ben oui, pour moi, c'est vraiment fondamental, quoi. C'est un sujet très, très vaste, hein, les vers réguliers, mais moi, j'ai vraiment une approche empirique de ça. J'ai très peu de savoir théorique là-dessus. J'ai goûté ça simplement, quoi. J'ai ouvert un livre et déjà, très petit, ça me charmait beaucoup que ça rime, enfin, tout simplement, parce que c'est quand même magique. Et je crois que c'est vraiment fondamental sur le plaisir que peut donner la poésie, qui est, comme Valéry le dit lui-même, il a une très bonne définition de la poésie. Il en a plusieurs, par ailleurs, il en a même une centaine, je pense, mais il y en a une qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup parlé, qui était la poésie, c'est l'hésitation perpétuelle entre le sens et le son des phrases. Et vraiment, ça, c'est ce qu'exige la rime à chaque fois, quoi. Le maître régulier, les formes fixes dans la poésie, c'est parce qu'il y a une exigence de son énorme et qui force en fait une exigence de pensée. Parce que quand vous devez rimer, quand il faut continuer la phrase pour faire 12 pieds de plus et pour tomber sur un mot qui rime avec le vers d'avant, la pensée doit être vraiment claire et elle doit être profonde et elle doit être... il faut vraiment l'avoir pensé très fort pour arriver à l'exprimer en vers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prose brillante, bien entendu. Même parfois c'est plus difficile parce que les règles de la prose, on se les fixe soi-même. Elles sont encore plus exigeantes parce qu'il faut les produire. Dans les vers, elles sont là, elles sont fixes. Il faut rimer, il faut que ça fasse 12 pieds, ou 8 ou 7 d'ailleurs. Et moi, je trouve que c'est vraiment un exercice de l'esprit qui est extrêmement exigeant et qui peut donner un plaisir très large, quoi. Enfin, qui peut rassembler beaucoup, quoi. C'est le cas au théâtre. Et souvent, je me fais la réflexion au théâtre quand je vais voir Racine ou Corneille, ou enfin des pièces en vers rimés, à quel point la parole est dramatique, mais elle est aussi là pour faire jouer l'acteur, quoi, pour donner vraiment de la matière à jouer. C'est une des matières les plus riches et les plus plaisantes, quoi. J'ai un rapport il y a vraiment du plaisir, beaucoup de plaisir au texte rimé. J'ai pas été juste... Je ne suis pas assez expert pour dire que c'est une spécificité du français, mais je crois quand même que dans la langue française, il y a cette particularité du vers qui a peut-être, je dis bien peut-être parce que vraiment je ne suis pas assez qualifié pour le dire, mais pas autant dans les autres langues. On l'entend à t'entendre, justement, à t'écouter. Tu sais parler des poèmes de Valéry, de ce que tu aimes, et faire passer et partager un enthousiasme, une émotion. Je voudrais dire un mot quand même de ce projet que tu as eu pendant le confinement Covid, qui a consisté à faire une série de vidéos où tu expliquais le cimetière marin, la Jeune Parc, et comment c'est né, comment c'est... Oui, on s'est tous retrouvés bloqués, donc, comme chacun sait. Pour les acteurs et les gens du spectacle, ça a été très dur. Pas que ça a été très dur pour tout le monde, mais nous, donc, on ne pouvait plus jouer sur scène. Et donc, voilà, pour m'occuper, tout simplement, j'ai pensé que ce serait bien pour moi d'abord, et peut-être pour les gens ensuite, de faire effectivement des vidéos où je vulgarise, en fait, tout simplement, les certains textes de Valéry. Le mot est peut-être pas très bien choisi, mais... C'est de l'explicitation, en fait. Ce que je faisais dans ces vidéos, c'est-à-dire que je prenais le poème. En l'occurrence, le premier que j'ai pris, c'était Le cimetière marin. Et vraiment, je disais, je rendais transparente la métaphore, quoi. Je disais, voilà, le toit tranquille, c'est la mer.
le toit tranquille où marchent les colombes. Alors, je mettais un peu de suspense là-dedans pour que les gens cherchent un peu. Mais voilà, je prenais vraiment strophe par strophe et puis métaphore après métaphore en disant, voilà comment Valérie arrive à nous faire voir qu'un pan incliné qui se présente à nous et qui ressemble à un toit, c'est la mer, et que les colombes qui marchent dessus, on le sait qu'à la fin du poème, ce sont les bateaux. Et évidemment, tout Valérie, surtout dans les poèmes, est plein de métaphores. Parfois c'est pas des métaphores, mais il y a des petites choses à noter ou à comprendre. Comme c'est une poésie vraiment de la clarté, ça aussi c'est peut-être un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'est très exigeant, mais c'est tout le temps clair. C'est-à-dire que pour n'importe qui a la patience de s'y intéresser, il y a une récompense toujours. Ce qui n'est pas toujours le cas de la poésie contemporaine ou d'une certaine poésie qui est délibérément obscure et qui joue sur ça, qui veut séduire sur le fait qu'il y a toujours un mystère ou on n'est pas sûr d'avoir compris, etc. Alors même si Valérie, il y a souvent plusieurs lectures, plusieurs interprétations, il y a toujours une clarté géniale, qui donne encore une fois un plaisir fou. Et c'est cette clarté que j'ai voulu mettre en avant dans ces petites vidéos. Voilà. Et alors, tu as monté un spectacle autour de la Jeune Parc. Oui. Alors, là, ce soir, c'est pas ce spectacle-là qu'on va voir, non. Mais pourrais-tu nous dire aussi un mot de ce oui, alors un peu dans le même esprit, j'ai fait un spectacle qui s'appelle La Jeune Parc expliqué à mes amis et que j'ai joué à la Maison de la Poésie à Paris et au musée Paul Valéry à Sète. L'année dernière. Et voilà, c'était un peu le même esprit, c'est-à-dire je récitais La Jeune Parc, je m'interrompais tous les 15-20 vers en disant, voilà où on en est. Donc là, vous voyez au début, il y a le spectacle, donc c'est une femme qui vient de se lever, elle a fait un rêve, a priori un rêve érotique, elle se le reproche un peu, etc. Donc je racontais l'histoire au fur et à mesure que le texte, que je récitais le texte en faisant le va-et-vient entre la partie explication et la partie récitation où je jouais, ce que je vais faire tout de suite, là, c'est-à-dire dire le texte vraiment tel qu'il est. Et ça a pour vertu de... Voilà, comme le texte est extrêmement dense, comme les significations sont très très denses, comme il y a beaucoup de choses à comprendre, ça permet de décortiquer un peu aussi, d'ouvrir la fleur et du coup, quand on la reçoit, qu'elle soit plus ouverte, plus claire. Et dernière chose avant de laisser la parole à Valérie par ta voix, tu enseignes la diction des vers au Conservatoire national d'art dramatique, donc à Paris. Et donc, tu es vraiment un spécialiste. Et alors, c'est très difficile actuellement, je le vois avec les étudiants, de leur faire lire des vers classiques français, les E muets, tombes, etc. Enfin bon, il y a tout un travail à faire. Peut-être deux questions. Est-ce qu'il y a une spécificité de la diction du vers de Valérie, d'après toi? Voilà. Et par ailleurs, pour les jeunes ou moins jeunes qui nous entendent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, ou qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour bien lire un vers? Après, on t'entendra, il y aura le modèle. Oui. J'espère être à la hauteur de vos attentes, mais les vers, c'est vraiment... ce que je dis à mes étudiants, c'est que c'est un art total, c'est son et lumière. Il y a de la musique et il y a du sens. Il faut toujours faire les deux. Il ne faut jamais choisir ni entre l'un, ni entre l'autre, ni oublier aucun des deux. Il faut faire le sens et le son, tout le temps les deux. Moi, je travaille en 3 phases quand je travaille avec mes étudiants. D'abord, on travaille sur Valéry, j'essaie un petit peu, mais sur Corneille beaucoup, sur Racine, sur Rostand après, les textes de théâtre plus particulièrement. Mais je les fais aussi travailler sur des poèmes moins théâtraux, c'est-à-dire sur Rimbaud, sur Mallarmé un peu. Et donc, du coup, on travaille en 3 phases. La première phase, c'est le sens, c'est-à-dire on ne se pose aucune question de rythme, de prononciation, rien du tout. On dit qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle dit, on le reformule, parfois avec un langage très quotidien, dans des scènes de Racine, avec des choses vraiment, parfois des scènes de dispute, vraiment en essayant de le quotidianiser le plus possible pour que ce soit vraiment extrêmement clair ce qui se passe. Bon. Ensuite, on fait l'exercice complètement inverse, on oublie complètement ce que ça veut dire, et on travaille que sur le son, c'est-à-dire sur le rythme. Et là, sur les alexandrins, je fais faire un exercice que je vous recommande, si vous aimez les alexandrins, c'est de prendre un texte en vers, alors c'est mieux sur des tirades, sur des ensembles, sur des blocs de vers assez longs. Vous dites une fois le vers avec 12 pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tous les vers bien détachés, 12, 12, 12, 12, 12. Après, vous les coupez en 2 et vous faites les fameux 2 hémistiches, c'est-à-dire 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Après, vous les coupez en 3. Et là, ça devient très intéressant parce que la plupart des vers classiques ne sont pas coupés comme ça. Et donc, on les divise en 3, donc ça fait 4. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je vous prends un exemple, que je prends parfois parce que c'est un vers très simple, la fille de Minos et de Pasiphae. Donc 12, la fille de Minos et de Pasiphae. 6, la fille de Minos et de Pasiphae. 4, la fille de Minos et de Pasiphae. Ça introduit une sorte de roulement qui parfois dans les vers peut faire passer un mouvement un petit peu difficile, ou parfois ça peut aider. Parfois il y a même des vers qui sont vraiment écrits comme ça, notamment plutôt au 19e, et parfois chez Valéry, qui introduit un trouble presque sensuel, parce que 1, 2, 3, 4, c'est un rythme ternaire du coup, alors qu'on est habitué à entendre des rythmes binaires. Et après, on le divise en 3, donc on retombe dans un rythme binaire. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La fille de Minos, c'est de Pasiphae. Et puis après, 2 et 1, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc en gros, on travaille que sur le sens, après que sur le son. Et après, on fait de l'interprétation, c'est-à-dire on essaie de lier les deux. Et en fait, l'un et l'autre, ça s'alimente. C'est-à-dire qu'on a envie de faire résonner particulièrement un vers. Et on s'aperçoit que justement, quand on le découpe en 3, eh ben, y a ce sens-là qui ressort plus. Donc ce découpage-là va nous intéresser. Et parfois, au contraire, c'est le fait que musicalement, ce soit plus joli dans ce découpage-là qui va introduire un sens qu'on n'avait pas forcément au début. Et c'est vraiment ces deux rênes-là, du sens et du son, avec lesquels il faut toujours jouer, quoi. Et alors, quant à ta première question qui était sur Valéry lui-même, je crois que cette méthode-là fonctionne aussi. Sauf que c'est fois 1000, quoi, parce que c'est tellement dense, il y a tellement de recherches et de sens et de son, parce que c'est d'une analyse psychologique extrêmement fine, des sentiments extrêmement forts, très, très parfois violents. Et mon Dieu, les recherches de son, les recherches sonores sont pour moi... peut-être avec Mallarmé avant lui, les plus belles de la langue française, vraiment. Enfin, je ne connais pas tout, mais les recherches, les préciosités, les raretés de sons qu'il y a dans le poème sont prodigieuses. Merci d'être prêté à cet exercice de conversation avant quand même une performance qui va être gentil. Peut-être, est-ce que tu as envie de dire une chose qu'on doit savoir avant de la... Non, alors si peut-être. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est pas exactement du théâtre parce qu'il faudrait l'incarner davantage. C'est une femme qui parle, je ne suis pas une femme, je ne suis pas en costume, on n'est pas au bord de la mer, etc. Donc voilà, prenez-le plutôt comme voilà, le texte dit, j'essaie de l'incarner quand même, mais voilà, c'est pas exactement du théâtre. En tout cas, c'est pas aussi abouti que si c'était vraiment du théâtre. Prenez-le comme si je vous donnais le texte, quoi, plutôt. Mais voilà, je ferai quand même des gestes. J'essaierai de l'incarner, vous allez voir. Donc Alain, nous allons entendre Grégoire, ça dure une quarantaine de minutes. Oui, à peu près une demi-heure. Et après, s'il nous reste un peu de temps, on prendra 5-10 minutes pour éventuellement avoir des réactions de la salle. Et puis voilà. Merci. Alors... Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure seul avec diamants extrêmes? Mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer? Cette main, sur mes traits qu'elle rêve effleurer, distraitement docile à quelque fin profonde, attend de ma faiblesse une larme qui fonde, ou que de mes destins lentement divisés, le plus pur en silence éclaire un cœur brisé. La houle me murmure une ombre de reproche, ou retire ici-bas dans ces gorges de roches comme chose déçue et bu amèrement une rumeur de plainte et de resserrement. Que fais-tu hérisser? Et cette main glacée, et quel frémissement d'une feuille effacée persiste parmi vous, île de mon sein nu. Je scintille, lié à ce ciel inconnu. L'immense grappe brille à ma soif de désastre. Tout-puissants étrangers, inévitables astres qui daignaient faire luire au lointain temporel je ne sais quoi de pur et de surnaturel. Vous, qui dans les mortels plongez jusques aux larmes,
vos souverains éclats, vos invincibles armes et les élancements de votre éternité. Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté ma couche, et sur l'écueil mordu par la merveille, j'interroge mon cœur. Quelle douleur l'éveille, quel crime par moi-même ou sur moi consommé, ou si le mal me suit d'un songe refermé, quant au velours du souffle envolé lors des lampes, j'ai de mes bras épais environné mes tempes, et longtemps de mon âme attendu les éclairs. Toutes, mais tout à moi, maîtresse de mes chairs, durcissant d'un frisson leur étrange étendue. Et dans mes doux liens, à mon sang suspendu, je me voyais me voir sinueuse et dorais de regard en regard mes profondes forêts. J'y suivais un serpent qui venait de me mordre. Quel repli de désir, sa traîne, quel désordre de trésors s'arrachant à mon avidité, et quelle sombre soif de la limpidité. Ô ruse! À la lueur de la douleur laissée, je me sentis connu, encore plus que blessé. Au plus traître de l'âme, une pointe me naît. Le poison, mon poison, s'éclaire et me connaît. Il colore une vierge à soi-même enlacée, jalouse. Mais de qui? Jalouse et menacée? Et quel silence parle à mon seul possesseur? Dieu, dans ma lourde plaie, une secrète sœur brûle qui se préfère à l'extrême attentive. Va! Je n'ai plus besoin de ta race naïve, cher serpent, je m'en lasse, être vertigineux. Cesse de me prêter ce mélange de nœuds, ni ta fidélité qui me fuit et devine, mon âme y peut suffire. Ornement de ruine, elle sait sur mon ombre égarant ses tourments, de mon sein dans les nuits mordre les rocs charmants, elle y suce longtemps le lait des rêveries. Laisse donc défaillir ce bras de pierrerie qui menace d'amour mon sort spirituel. Tu ne peux rien sur moi qui ne soit moins cruel, moins désirable. Apaise alors, calme ses ondes, rappelle ses remous et promesses immondes. Ma surprise s'abrège et mes yeux sont ouverts. Je n'attendais pas moins de mes riches déserts qu'un tel enfantement de fureur et de tresse. Leur fond passionné brille de sécheresse, si loin que je m'avance et m'altère pour voir de mes enfers pensifs les confins sans espoir. Je sais, ma lassitude est parfois un théâtre. L'esprit n'est pas si pur que jamais idolâtre sa fougue solitaire aux élans de flambeaux ne fasse fuir les murs de son morne tombeau. Tout peut naître ici-bas d'une attente infinie. L'ombre même le cède à certaine agonie. L'âme avare s'entr'ouvre et du monstre s'émeut qui se tord sur le pas d'une porte de feu. Mais pour capricieux éperon que tu paraisses, reptile, ô vif détour, tout couru de caresses, si proche impatience et si morne langueur, qu'es-tu près de ma nuit d'éternelle longueur? Tu regardais dormir ma belle négligence, mais avec mes périls, je suis d'intelligence. Plus versatile, ô Thyrse, et plus perfide qu'eux. Fuis-moi! Du noir retour reprends le fil visqueux. Va chercher des yeux clos pour tes danses massives. Coule vers d'autres lits tes robes successives. Couve sur d'autres cœurs les germes de leur mal et que dans les anneaux de ton rêve animal allaite jusqu'au jour l'innocence anxieuse. Moi, je sors. Je veille. Pâle. Tout humide des pleurs que je n'ai point versés, d'une absence aux contours de mortel, bercé par soi seul, et brisant une tombe sereine, je m'accoude inquiète, et pourtant souveraine, tant de mes visions parmi la nuit et l'œil, les moindres mouvements consultent mon orgueil. Mais je tremblais de perdre une douleur divine. Je baisais sur ma main cette morsure fine, et je ne savais plus de mon antique corps insensible qu'un feu qui brûlait sur ses bords. Adieu, pensais-je, moi, mortelle sœur, mensonge. Harmonieuse moi différente d'un songe,
Femme flexible et ferme, au silence suivi d'actes purs, front limpide et par ondes ravies, si loin que le vent vague et velu les achève, long brin léger qu'au large un vol mêle et soulève. Dites, j'étais l'égale et l'épouse du jour, seul support souriant que je formais d'amour à la toute-puissance altitude adorée. Quel éclat sur mes cils aveuglément dorés, ô paupières qu'opprime une nuit de trésors, je priais à tâtons dans vos ténèbres d'or. Rien ne me murmurait qu'un désir de mourir dans cette blonde pulpe au soleil put mûrir. Mon amère saveur ne m'était point venue. Je ne sacrifiais que cette épaule nue à la lumière. Et sur cette gorge de miel dont la tendre naissance accomplissait le ciel, se venait assoupir la figure du monde. Puis, dans le Dieu vibrant, captive, vagabonde, je m'ébranlais, brûlante, et foulais le sol plein, liant et déliant mes ombres sous le lin, heureuse, à la hauteur de tant de gerbes belles qui laissaient à ma robe obéir les ombelles dans les abaissements de leur frêle fierté. Et si, contre le fil de cette liberté, si la robe s'arrache à la rebelle ronce, l'arc de mon brusque corps s'accuse et me prononce nu sous le voile enflé de vibrantes couleurs que dispute ma race aux longs liens de fleurs. Je regrette à demi cette vaine puissance. Une avec le désir, je fus l'obéissance imminente, attachée à ses genoux polis. De mouvements si prompts, mes vœux étaient remplis que je sentais ma cause à peine plus agile. Vers mes sens lumineux nageait ma blonde argile, et dans l'ardente paix des songes naturels, tous ces pas infinis me semblaient éternels. Si ce n'est, ô splendeur, qu'à mes pieds, l'ennemi, mon ombre, la mobile et la souple momie, de mon absence peinte effleurait sans effort cette terre où je fuis cette légère mort. Entre la rose et moi, je la vois qui s'abrite. Sur la poudre qui danse, elle glisse et n'irrite nul feuillage, mais passe et se brise partout. Glisse, barque funèbre, et moi, vive, debout, dure, et de mon néant secrètement armé, et comme par l'amour une joue enflammée et la narine jointe au vent de l'oranger, je ne rends plus au jour qu'un regard étranger. Oh, combien peut grandir dans ma nuit curieuse, de mon cœur séparé la part mystérieuse et de sombres essais s'approfondir mon art. Loin des purs environs, je suis captive, et par l'évanouissement d'arômes abattus, je sens sous les rayons frissonner ma statue. Des caprices de l'or son marbre parcouru. Mais je sais ce que voit mon regard disparu, mon œil noir et le seuil d'infernale demeure. Je pense, abandonnant à la brise les heures et l'âme sans retour des arbustes amers, je pense, sur le bord doré de l'univers, à ce goût de périr qui prend la pythonisse, en qui mugit l'espoir que ce monde finisse. Je renouvelle en moi mes énigmes, mes dieux, mes pas interrompus de paroles aux cieux, mes pauses sur le pied portant la rêverie. Qui suit au miroir d'elle un oiseau qui varie, 100 fois sur le soleil joue avec le néant et brûle au sombre but de mon marbre béant. Ô dangereusement de son regard la proie, car l'œil spirituel sur ces plages de soie avait déjà vu luire et pâlir trop de jours dont je m'étais prédit les couleurs et le cours. L'ennui, le clair ennui de mirer leurs nuances me donnait sur ma vie une funeste avance. L'aube me dévoilait tout le jour ennemi. J'étais à demi morte et peut-être à demi immortelle, rêvant que le futur lui-même ne fût qu'un diamant fermant le diadème où s'échange le froid des malheurs qui naîtront parmi tant d'autres feux absolus de mon front. Osera-t-il le temps de mes diverses tombes ressusciter un soir favori des colombes, un soir qui traîne au fil d'un lambeau voyageur de ma docile enfance un reflet de rougeur et trempe à l'émeraude d'un long rose de honte? Souvenir,
Ô bûcher dont le vent d'or m'affronte, souffle masque la pourpre imprégnant ce refus d'être en moi-même en flamme une autre que je fus. Viens, mon sang, viens rougir la pâle circonstance qu'ennoblissait l'azur de ta sainte distance et l'insensible iris du temps que j'adorais. Viens consumer sur moi ce don décoloré, viens que je reconnaisse et que je les haïsse, cet ombrageux enfant, ce silence complice, ce trouble transparent qui traîne dans les bois, et de mon sein glacé rejaillisse la voix que j'ignorais si rauque, et d'amour si voilé, le col charmant cherchant la chasseresse ailée. Mon cœur fut-il si près d'un cœur qui va faiblir? Fût-ce bien moi, grand cil qui crut m'ensevelir dans l'arrière-douceur riant à vos menaces, ô pampre sur ma joue, errant en fil tenace, ou toi, de cils tissus et de fluide fût, tendre lueur d'un soir brisé de bras confus. Que dans le ciel placé, mes yeux tracent mon temple et que sur moi repose un autel sans exemple, criait de tout mon corps la pierre et la pâleur. La terre ne m'est plus qu'un bandeau de couleurs qui coule et se refuse au front blanc de vertige. Tout l'univers chancelle et tremble sur ma tige. La pensive couronne échappe à mes esprits. La mort veut respirer cette rose sans prix dont la douceur importe à sa fin ténébreuse. Que si ma tendre odeur grise ta tête creuse ô mort, respire enfin cet esclave de roi. Appelle-moi, délie et désespère-moi de moi-même. Silas, image condamnée, écoute, n'attends plus. La renaissante année à tout mon sang prédit de secrets mouvements. Le gel cède à regret ses derniers diamants. Demain, sur un soupir des bontés constellées, le printemps vient briser les fontaines scellées. L'étonnant printemps rit, viole, on ne sait d'où venu. Mais la candeur ruisselle un mot si doux qu'une tendresse prend la terre à ses entrailles. Les arbres, regonflés et recouverts d'écailles, chargés de tant de bras et de trop d'horizons, meuvent sur le soleil leur tonnante toison, montent dans l'air amer avec toutes leurs ailes de feuilles par milliers qu'ils se sentent nouvelles. N'entends-tu pas frémir ces noms aériens aux sourdes? Et dans l'espace accablé de liens, vibrant de bois vivaces infléchis par la cime, pour et contre les dieux, ramer l'arbre unanime, la flottante forêt de qui les rudes troncs portent pieusement à leur fantasque front, au déchirant départ des archipels superbes, un fleuve tendre, ô mort, et caché sous les herbes. Quel résisterait mortel à ces remous? Quel mortel? Moi, si ferme, mes genoux pressentent les terreurs de genoux sans défense. L'air me brise, l'oiseau perce de cris d'enfance inouïs l'ombre même où se serre mon cœur. Et, rose, mon soupir vous soulève, vainqueur, hélas, de bras si doux qui ferment la corbeille. Dieu, parmi mes cheveux, pèse d'un poids d'abeille, plongeant toujours plus ivre au baiser plus aigu, le point délicieux de mon jour ambigu. Lumière, ou toi la mort, mais le plus prompt me prenne. Mon cœur bat, mon sein souffre et m'entraîne. Ah, qu'il s'enfle, se gonfle, se tende, ce dur très doux témoin captif de mes réseaux d'azur, dur en moi, mais si doux à la bouche infinie. Cher fantôme naissant, dont la soif m'est unie, désir, visage clair, et vous, beau fruit d'amour. Les dieux m'ont-ils formé ce maternel contour et ces bords sinueux, ces plis et ces calices pour que la vie embrasse un autel de délices où, mêlant l'âme étrange aux éternels retours, la semence, le lait, le sang coulent toujours? Non! L'horreur m'illumine, exécrable harmonie. Chaque baiser présage une neuve agonie. Je vois
Je vois flotter, fuyant l'honneur des chairs, des mânes impuissants, les millions amers. Non, souffle, non, regard, tendresse, mes convives. Peuple altéré de moi, suppliant que tu vives, non. Vous ne tiendrez pas de moi la vie. Allez, peuple, soupire la nuit vainement exhalée. Allez joindre des morts les impalpables nombres. Je n'accorderai pas la lumière à des ombres. Je garde loin de vous l'esprit sinistre et clair. Non, vous ne tiendrez pas de mes lèvres l'éclair. Et puis, mon cœur aussi vous refuse sa foudre. J'ai pitié de nous tous. Ô tourbillon de poudre, grand Dieu, je perds en vous, mais pas déconcerté. Je n'implorerai plus que tes faibles clartés, longtemps sur mon visage envieuse de fondre, très imminentes larmes, et seule à me répondre. Larmes qui fait briller à mes regards humains une variété de funèbres chemins. Tu procèdes de l'âme, orgueil du labyrinthe. Tu me portes du cœur cette goutte contrainte, cette distraction de l'arrière-pensée. D'une grotte de crainte au fond de soi creusée, le sel mystérieux suinte, muette, l'eau. D'où nais-tu ? Quel travail toujours triste et nouveau te tire avec retard l'arme de l'ombre amère ? Tu gravis mes degrés de mortel et de mer et déchirant ma route opiniâtre fait dans le temps que je vis, les lenteurs que tu fais m'étouffent. Je me tais, buvant ta marche sûre qui m'appelle au secours de ta jeune blessure. Mes blessures, sanglots, sombres essais. Pourquoi ? Pour qui, joyaux cruels, marquez-vous ce corps froid ? Aveugle aux doigts ouverts, évitant l'espérance, où va-t-il, sans répondre à sa propre ignorance, ce corps, dans la nuit froide étonnée de sa foi ? Terre trouble et mêlée à l'algue, porte-moi. Porte doucement, moi. Ma faiblesse de neige marchera-t-elle tant qu'elle trouve son piège ? Où traîne-t-il mon signe ? Où cherche-t-il son vol ? Dureté précieuse. Ô sentiment du sol, mon pas fondait sur toi l'assurance sacrée. Mais sous le pied vivant qui tâte et qui la crée et touche avec horreur à son pacte natal, cette terre si ferme atteint mon piédestal. Non loin, parmi ses pas rêve mon précipice. L'insensible rocher glissant d'algues, propice à fuir comme en soi-même ineffablement seul commence. Et le vent semble au travers d'un linceul ourdir de bruits marins une confuse trame, mélange de la rame en ruine et de l'âme, tant de hoquets longtemps et de râles heurtés, brisés, repris au large, et tous les sorts jetés, éperdument divers, roulant l'oubli vorace. Hélas, de mon sein nu, qui trouvera la trace, cessera-t-il longtemps de ne songer qu'à soi ? Terre trouble et mêlée à l'algue, porte-moi. Mystérieuse moi pourtant, tu vis encore. Tu vas te reconnaître au lever de l'aurore, amèrement la même. Un miroir de la mer se lève, et sur la lèvre un sourire d'hier qu'annonce avec ennui l'effacement des signes, glace dans l'Orient déjà les pâles lignes de lumière et de pierre et la pleine prison où flottera l'anneau de l'unique horizon. Regarde, un bras très pur et vu qui se dénude. Je te revois, mon bras, tu portes l'aube. Ô rude réveil d'une victime inachevée, et seuil si doux, si clair que flatte à fleurement d'écueil l'onde basse et que lave une houle amortie. L'ombre qui m'abandonne,
impérissable hostie me découvre vermeil à de nouveaux désirs sur le terrible autel de tous mes souvenirs. Là, l'écume s'efforce à se faire visible, et là titubera sur la barque sensible à chaque épaule d'onde un pêcheur éternel. Tout va donc accomplir cet acte solennel de toujours reparaître incomparable et chaste et de restituer la tombe enthousiaste au gracieux état du rire universel. Salut, divinité par la rose et le sel et les premiers jouets de la jeune lumière. Il ruche bientôt, quand la flamme première fera que votre roche, île que je prédis, ressente en rougissant de puissants paradis. Cime qu'un feu féconde à peine intimidé, bois qui bourdonnerait de bêtes et d'idées, d'hymnes d'hommes comblés des dons du juste éther, île dans la rumeur des ceintures de mer, mère vierge toujours, même portant ses marques. Vous mettez à genoux de merveilleuses parcs. Nul n'égale dans l'air les fleurs que vous placez, mais dans la profondeur que vos pieds sont glacés. De l'âme les appresse sous la tempe calmée, ma mort, enfant secrète est déjà si formée. Et vous, divin dégoût qui me donniez l'essor, chastes éloignements des lustres de mon sort, ne fûtes-vous ferveur qu'une noble durée ? Nul plus près des dieux jamais aventuré n'osa peindre à son front leur souffle ravisseur, ni de la nuit parfaite implorant l'épaisseur prétendre par la lèvre au suprême murmure. Je soutenais l'éclat de la mort toute pure, tel j'avais jadis le soleil soutenu. Mon corps, désespéré, tendait le torse nu, où l'âme, ivre de soie de silence et de gloire, prête à s'évanouir de sa propre mémoire, écoute avec espoir, frappé au mur pieux ce cœur qui se ruine à coups mystérieux jusqu'à ne plus tenir que de ma complaisance un frémissement fin de feuilles, ma présence. Attente vaine, et vaine elle ne peut mourir qui devant son miroir pleure pour s'attendrir. Oh, n'aurait-il fallu, folle, que j'accomplisse ma merveilleuse fin de choisir pour supplice ce lucide dédain des nuances du sort ? Trouveras-tu jamais plus transparente mort, ni de pente plus pure où je rampe à ma perte que sur ce long regard de victime entr'ouverte, pâle, qui se résigne et saigne sans regret ? Que lui fait tout le sang qui n'est plus son secret ? Dans quelle ardente paix cette pourpre la laisse à l'extrême de l'être et belle de faiblesse ? Elle calme le temps qui la vient abolir. Ce moment souverain ne la peut plus pâlir tant la chair vide baise une sombre fontaine. Elle se fait toujours plus seule et plus lointaine. Et moi, d'un tel destin, le cœur toujours plus près, mon cortège en esprit se berçait de cyprès. Vers un aromatique avenir de fumée, je m'en sentais conduite, offerte, consumée, toute promise aux nuages heureux. Même je m'apparus cet arbre vaporeux de qui la majesté légèrement perdue s'abandonne à l'amour de toute l'étendue. L'être immense me gagne, et de mon cœur divin l'encens qui fume expire une forme sans fin. Tous mes corps radieux tremblent dans mon essence. Non, non, n'irrite plus cette réminiscence, sombre lys, ténébreuse allusion des cieux. Ta vigueur n'a su rompre un vaisseau précieux. Parmi tous les instants, tu touchais au suprême. Mais qui l'emporterait sur la puissance même avide par tes yeux de contempler le jour qui s'est choisi ton front pour lumineuse tour ? Cherche. Du moins, dis-toi par quelle sombre suite la nuit d'entre les morts au jour t'a reconduite ? Souviens-toi de toi-même et retire à l'instinct ce fil. Ton doigt doré le dispute au matin, ce fil dont la finesse aveuglément suivie jusque sur cette rive a ramené ta vie. Sois subtil, cruel, ou plus subtilement, mais sache. Enseigne-moi par quels enchantements lâches que n'a su fuir ta tiède fumée, ni les soucis d'un sein d'argile parfumé, par quel retour sur toi, reptile, as-tu repris tes parfums de caverne et tes tristes esprits. Hier, la chair profonde
hier la chère maîtresse m'a trahi. Oh, sans rêve et sans une caresse, nul démon, nul parfum ne m'offrit le péril d'imaginaires bras mourant au col viril, ni par le signe Dieu de plumes offensées, sa brûlante blancheur n'effleura ma pensée. Il eût connu pourtant le plus tendre des nids, car tout à la faveur de mes membres unis, vierge, je fus dans l'ombre une adorable offrande. Mais le sommeil s'est pris d'une douceur si grande, et noué à moi-même, au creux de mes cheveux, j'ai mollement perdu mon empire nerveux. Au milieu de mes bras, je me suis fait une autre, qui s'aliène, qui s'envole, qui se vautre. À quel détour caché mon cœur s'est-il fondu? Quel conque a redit le nom que j'ai perdu, le sais-je? Quel reflux traître m'a retiré de mon extrémité pure et prématurée et m'a repris le sens de mon vaste soupir? Comme l'oiseau se pose, il fallut m'assoupir. Ce fut l'heure peut-être où la devineresse intérieure s'use et se désintéresse. Elle n'est plus la même. Une profonde enfant des degrés inconnus vainement se défend et redemande au loin ses mains abandonnées. Il faut céder aux vœux des mortes couronnées et prendre pour visage un souffle. Doucement, me voici. Mon front touche à ce consentement. Ce corps, je lui pardonne et je goûte à la cendre. Je me remets entière au bonheur de descendre, ouverte au noir témoin, mes bras suppliciés, entre des mots sans fin, sans moi, balbutiés. Dors, ma sagesse, dors! Forme-toi cette absence, retourne dans le germe et la sombre innocence, abandonne-toi vive au serpent, au trésor, dors toujours, descends, dors toujours, descends, dors, dors! La porte basse, c'est une bague où la gaze passe. Tout meurt, tout rit dans la gorge qui jase. L'oiseau boit sur ta bouche et tu ne peux le voir. Viens plus bas, parle bas. Le noir n'est pas si noir. Délicieux linceul, mon désordre tiède. Couche, où je me répands, m'interroge et me cède, où j'allais de mon cœur noyer mes battements, presque tombeau vivant dans mes appartements, qui respire et sur qui l'éternité s'écoute, place pleine de moi qui m'avait prise toute, ô forme de ma forme, et la creuse chaleur que mes retours sur moi reconnaissaient la leur. Faut-il que tant d'orgueil qui dans vos plis se plonge, à la fin se mélange aux bassesses du songe? Dans vos nappes où lisse, elle imitait sa mort, l'idole, malgré soi, se dispose et s'endort. Lasse femme absolue. Et les yeux dans ses larmes, quand de ses secrets nus les antres et les charmes et ce reste d'amour que se gardait le corps corrompirent ma perte et mes mortels accords. Arche, toute secrète et pourtant si prochaine, mes transports cette nuit pensaient briser ta chaîne. Je n'ai fait que bercer de lamentations tes flancs chargés de jour et de création. Quoi? Mes yeux froidement, que tant d'azur égarent, regardent là périr l'étoile fine et rare, et ce jeune soleil de mes enfantements me paraît d'une aïeule éclairer les tourmentes en sa flamme au soleil, ravit leur existence et compose d'aurore une chère substance qui se voyait déjà substance d'un tombeau. Dieu, sur toute la mer, sur mes pieds, qu'il est beau. Tu viens, je suis toujours celle que tu respires. Mon voile évaporé me fuit vers tes empires. Alors, n'ai-je formé vains adieux si je vis que songe?
si je viens, en vêtements ravis sur ce bord, sans horreur, boire la haute écume, boire des yeux l'immense et riante amertume, l'être contre le vent, dans le plus vif de l'air, recevant au visage un appel de la mer, si l'âme intense souffle et renfle furibonde l'onde abrupte sur l'onde abattue, et si l'onde au cap tonne immolant un monstre de candeur et vient des hautes mers vomir la profondeur sur ce roc d'où jaillit jusque vers mes pensées un éblouissement d'étincelles glacées et sur toute ma peau que mord l'âpre éveil, alors, malgré moi-même, il le faut, ô soleil, que j'adore mon cœur où tu te viens connaître. Doux et puissant retour du délice de naître. Feu, vers qui se soulève une vierge de sang sous les espèces d'or d'un saint reconnaissant. Je vous remercie. Merci. 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 On avait idée avec William que peut-être des gens qui voulaient intervenir. Est-ce qu'on a, on a peut-être pas le temps, on a le temps, peut-être le temps, pas tellement. Si, un petit peu. Ah, très bien, voilà. J'ai fait des erreurs. Hein. Ceux qui ont suivi le texte, j'ai vu, il y a des mots qui passent à la trappe parfois. Si tu as le courage encore. Ah oui, volontiers. Bon. Oui, il y a parfois dans le flow, il y a des mots qui se glissent. Voilà, le texte n'est pas parfait. Je tiens à le préciser. Mais là, c'était quand même spectaculaire. Ah, merci. C'est spectaculaire. J'avoue que c'est la première fois que je te voyais en train de dire ce texte. Et bizarrement, dans mon pauvre imaginaire, j'avais quelque chose de très mélancolique, assez monodique, etc. Et là, il y a eu une variété, terme valérien par excellence, et qui nous emporte. C'est vraiment du théâtre, c'est dramatique, c'est vivant, c'est quasiment du cinéma, c'est un peu étrange de dire cela. Et donc on est emporté dans une série de tableaux qui se succèdent à grande rapidité, oui, et qui renvoient aussi à la manière, et on comprend mieux au bout du compte ce qu'a voulu faire Valéry au bout du compte on sait que Valéry a composé ce poème par fragments, oui, et que l'important pour lui c'était d'assembler les fragments et de créer des modulations. Oui, le plus dur surtout. Voilà, une durée et passer d'un état à un autre. Et comment, voilà, cette question de la modulation, de passage d'un sentiment à un autre, ça, c'est quelque chose. C'est ça qui est vraiment prodigieux dans le poème et qui, je trouve, le rend vraiment dramatique, c'est que c'est une femme donc qui pense toute seule et qui peut penser absolument le contraire de ce qu'elle a pensé il y a 3 minutes, quoi. C'est-à-dire, oui, bien sûr, j'ai pas besoin de ça, les désirs, non merci, je suis beaucoup plus forte, j'ai absolument pas besoin de ça dans la vie, je suis toute seule et tout. Et puis 3 secondes après, elle voit le printemps, elle voit les bourgeons qui bourgeonnent et elle se dit comment je vais faire pour résister. Et il y a comme ça, effectivement, dans la structure du poème, un moment où c'est presque une jonglerie à 3 balles, quoi. Il y a les désirs, il y a le renoncement au désir, et à un moment donné, il y a une 3e balle qui vient, et c'est la mort, c'est l'appel du suicide, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut tellement pas décider entre le fait de céder à ses désirs ou d'y résister que ça devient insupportable, quoi. Donc il y a le thème du suicide qui vient mettre une 3e balle et qui vient devenir encore plus complexe. Et au milieu de ça, il y a le thème du printemps, et puis l'aube qui se lève, et puis les îles, et puis la mer. Et puis c'est vraiment tellement bien noué, quoi. Parce que j'ai l'impression que quand il écrit, il sent que quand un développement psychologique est trop long, il faut nuancer un peu en mettant quelque chose de concret.
comme les îles, comme l'aube qui vient, comme le serpent, comme des choses beaucoup plus sensuelles, comme la description d'une jeune fille qui court dans un champ et les ronces tirent le tissu de sa robe, des choses qui sont extrêmement sensuelles et très, 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 très visuelles, quoi. Donc oui, c'est vraiment parfait, quoi. Et qu'on sent très très bien dans ton jeu, c'est-à-dire que il y a vraiment, quand tu montres les îles ou le linceul ou le serpent, nous ne sommes pas comme les singes qui, quand ils montrent la lune, regardons le doigt. Non, moi j'avais tendance à regarder effectivement, voir le serpent qui est là, et ce qui nous renvoie aussi à ce fonctionnement de la poésie de Valéry, à savoir qu'il s'agit de recréer par les mots l'impression, au bout du compte, non pas les sentiments, mais les réactions que suscite en nous par la sensibilité, au bout du compte, ce qui nous arrive, et par les mots, essayer de les recréer par cette sorte de sismographe qui est le langage, qui est le poème, en utilisant ce sismographe, de recréer par simulation, au bout du compte, la même impression chez l'auditeur et chez le lecteur. Ouais. Et c'est cette idée de simulation. Il y a un personnage qui vit une chose et il le vit de manière tellement sincère, tellement forte, qui est présenté comme ça, qu'au bout du compte, nous sommes emportés à voir par les mots qui sont suscités par lui, par la vision, ces mots mêmes vont susciter en nous, auditeurs, cette vision-là qui a créé ces mots. C'est vrai. Et c'est un aller-retour, en vérité, entre une vision qui crée une vision ou des sensations, qui crée des mots, en fait, agencés par le poète. C'est un travail de machine verbale. Et cette machine verbale est telle qu'en fait, elle va chez le lecteur, chez l'auditeur, recréer cette vision-là et ces sentiments. Et c'est vrai que le geste, puisque c'est très, très animé, ta manière de faire, tu bouges, tu te déplaces, et ça nous renvoie précisément à ce sismographe des mots, qui est aussi le sismographe d'un corps, en fait. C'est un corps qui est mis en mouvement par les mots. Oui, c'est très juste. Il y a cette manière, effectivement, qu'il a de faire apparaître des images pour leur parler. Enfin, il faudrait arriver à dénombrer toutes les invocations que la jeune Parc fait, mais elle parle aux étoiles, puis elle parle aux serpents, et puis elle parle aux souvenirs, et puis elle parle à la mer, et puis aux îles, et puis c'est vraiment elle fait sortir des choses de rien, parce que normalement c'est la nuit, hein, après les choses apparaissent, mais pour pouvoir leur parler, quoi. Et ça, c'est vraiment pour moi l'acte poétique le plus puissant, quoi. C'est-à-dire les images écrans, c'est-à-dire faire apparaître une image qui fait écran entre le personnage et ce qu'il ressent, mais qui en même temps sert de réceptacle, c'est-à-dire qu'on peut projeter quelque chose dessus, quoi. On peut projeter quelque chose sur le serpent. Et en même temps, c'est une image qui empêche de dire vraiment les désirs ou de rester avec de la pudeur. Et ça marche vraiment bien. Et puis, le deuxième point que tu soulevais, qui était l'énergie d'interprétation qu'il faut y mettre, même si parfois c'est limite parce que c'est presque une parole qui parle elle-même. Enfin, c'est presque la faculté de parler elle-même qui parle plutôt que la jeune Parc par moment. Par moment, c'est extrêmement concret, quoi. Elle se pose des questions extrêmement simples, enfin, de psychologie très, très pure, très, 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 très nette, quoi. Est-ce que je dois faire ci ou ça, ou est-ce que je suis assez forte, ou j'arrive pas à mourir, enfin, ce genre. Quand elle dit ce reste d'amour que se gardait le corps, elle a fait une tentative de suicide, elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Enfin, on a une jeune femme qui se dégage vraiment, vraiment, quoi. Donc il faut l'incarner. Justement, une jeune femme. Mais tu es un homme. Oui, voilà. Alors ouais, il fait un petit effort d'imagination. Est-ce que ce qui se dit dans ce poème est typiquement féminin ? Est-ce que c'est une représentation du féminin ? Comment tu le sens ? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus universel, au bout du compte, ce qui pourrait être... Je sais pas. Il faudrait faire un colloque là-dessus spécial. Non, c'est intéressant. Moi, évidemment, je crois que il y a quand même cette chose vraiment réel que Valéry a vu dans le désir féminin qui est de l'ordre de l'abandon, c'est-à-dire le fait de s'abandonner, quoi. Et c'est précisément le risque. Et je crois que
il a su saisir ça, c'est-à-dire le risque qu'il y a pour une femme, pour une jeune femme, à s'abandonner, c'est-à-dire le moment où ça va se passer, parce que ça parle de ça aussi. Ça ne parle pas que de ça, mais au début, en tout cas, c'est une jeune fille qui s'apprête à perdre sa virginité et qui a peur, tout simplement, qui ne connaît pas et qui voit son orgueil, surtout. C'est-à-dire, le moment de l'abandon, c'est le moment où on fait l'abandon de son orgueil. C'est un don de soi total, quoi. Et je crois qu'il a su voir ça, la crainte que ça pouvait susciter chez les filles, chez les jeunes femmes, et je crois que c'est très important. C'est pas pour faire un lien avec l'actualité, mais je crois qu'une grande partie du mouvement féministe actuel, les MeToo et tout ça, s'adresse aussi aux jeunes femmes. Ça évidemment fait beaucoup de bien à beaucoup de salopards, que ça a permis de mettre en prison, mais de dire aux jeunes femmes, c'est très important ce qui vous appartient. Et la jeune Park a ça, elle a vraiment conscience que ce qu'elle a entre les mains là, c'est-à-dire son intimité, son honneur, son orgueil, elle-même, quoi, tout, le corps et l'esprit et l'âme réunis, tout ça, c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu énorme. Et donc choisir de l'abandonner, de céder, parce qu'il y a quand même un désir très fort, il y a un abandon de quelque chose, de l'innocence, il en parle aussi beaucoup dans le poème, du temps où elle était petite fille et où les désirs étaient simples, quoi, où il n'y avait pas de contradiction entre les désirs et le fait de les réaliser. Je crois que c'est très vrai, quoi. Enfin, il a vraiment su voir quelque chose de très, très juste, quoi, là-dessus. La jeune Park à l'heure MeToo. Ouais. Ce qui nous renvoie du reste au personnage de Loust qu'on a vu, Oui, hier et qui elle aussi hésite sur ses désirs. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Et il y a là une sorte de représentation du féminin finalement qui me semble assez constante depuis 1917 jusqu'aux années 40. Je crois. Ouais, il a su saisir ça, quoi, dépeindre ça. Et ça, je crois, les hommes aussi ont ça, mais ça, je crois que c'est vraiment psychologiquement très, très bien vu, quoi. Alors, on peut donner la parole vers des réactions de la salle, des questions. On a encore quelques minutes. On n'a pas de micro, donc il faut parler fort. Voilà.